Il a été élu le plus grand écrivain vivant de langue française. Jean-Marie Le Clésio est traduit dans le monde entier. C'est un des auteurs phares. Merci, monsieur Le Clésio, d'être avec nous. Publié Merci. L'Africain chez Mercure de France. Et c'est un livre extrêmement émouvant. D'abord parce qu'évidemment, il nous emmène en Afrique et il nous emmène à la recherche de votre propre enfance. C'est un des livres les plus personnels, Jean-Marie Le Clésio. C'est une sorte de nécessité pour vous. Oui, parce que c'est vrai que si j'écris, je crois que je dois ça en grande partie à l'Afrique. C'est l'Afrique qui m'a poussé vers l'écriture. Non pas tellement parce que j'y ai vécu, mais parce que j'ai commencé à écrire en m'y rendant. Et c'est au cours de ce voyage que j'ai eu l'idée que, en écrivant, je pouvais devancer ce que j'allais vivre et ensuite le vivre mieux et mieux le comprendre. Ouais. On va découvrir des photos. Ce sont des clichés émouvants puisque ce sont ceux que votre père a pris. Évidemment, l'Africain, c'est lui. Il avait un Leica à souffler. Hein. Il était en Afrique, médecin. Alors vous allez raconter dans ce livre et devant cette rencontre, vous êtes enfant, une enfance niçoise. On sort de la guerre. Une guerre que vous avez vécue dans des conditions d'enfermement. Oui, oui, mon père était en Afrique et ma mère, mon frère et moi, nous étions réfugiés dans l'arrière-pays niçois, dans un village de montagne où on s'est caché pendant la durée de la guerre, puisque nous étions britanniques à l'époque. Et donc, lorsque la guerre s'est terminée, il y a eu cette ouverture extraordinaire vers le pays où mon père vivait, qui était devenu son pays, qui était le Nigeria. Et nous sommes allés le rejoindre et nous avons passé là de longues années avec lui. C'était la fin de son service, en fin de compte, puisque après cela, il était un peu âgé, donc a été mis à la retraite par le gouvernement anglais. Mais c'était vraiment l'Africain, oui, c'est vrai. C'était un homme qui s'était identifié à ce pays, qui avait consacré sa vie. Ouais. Alors, quand vous partez, enfant, vous avez 8 ans. Hein, quand on disait cet enfermement niçois dans un deux pièces mansardé. Hein, et l'Afrique, c'est l'Afrique rêvée déjà. Vous êtes enfant, vous rêvez de l'Afrique. Oui, je rêvais de ce pays parce que c'est vrai que ma mère nous avait un peu entretenus, dans, mon frère et moi, dans le culte de ce pays où nous irions un jour pour retrouver mon père. Et elle le décrivait, puisqu'elle-même y avait vécu avant notre naissance, comme un pays d'aventure, un pays de liberté, et un pays aussi de grande humanité. Elle parlait des gens qu'elle avait rencontrés, des gens avec qui elle avait tissé des relations d'amitié, d'affection. Alors, vous allez embarquer à bord d'un cargo de la Hollande Africa. Hein. Alors, vous rêvez déjà de l'Afrique parce que vous allez avoir deux cahiers d'écoliers. Et on peut dire que là, Jean-Marie Le Clésio va écrire ses premiers romans en rêvant de l'Afrique sans jamais l'avoir encore connue. Oui, le voyage était très long, ça durait plus d'un mois à l'époque. Le bateau s'arrêtait dans tous ces ports côtiers, chargé du bois, des denrées alimentaires, débarquer des denrées industrielles. Et ces chargements duraient des semaines et on avait tout le temps de, justement, dans l'enfermement d'une cabine, parce que les bateaux ne touchaient pas à la terre, ils étaient au large. On avait tout le temps de se laisser aller à la rêverie et d'imaginer ce pays vers lequel je me dirigeais et dans lequel vivait cet homme inconnu. Ouais, les titres, c'est Un long voyage et Au radis noir. C'est vos premiers romans, finalement. Oui, oui, c'était vraiment des romans. Un long voyage mettait en scène un monsieur qui s'appelait Monsieur Holb, qui était un Anglais qui voyageait et auquel il arrivait des aventures assez extraordinaires, justement parce qu'il ne se passait rien à bord de ce bateau. Le rêve et l'imagination. Vous arrivez donc sur place au Nigeria et vous découvrez un homme qui va marquer votre vie. Évidemment, il est pas du tout comme vous l'aviez rêvé. Ah oui, c'était un homme d'abord mauricien, un vrai mauricien élevé comme on élevait les enfants autrefois à Maurice, dans une grande discipline. Et en plus, j'imagine assez transformé par la vie qu'il avait menée. Donc, pas du tout commode, très autoritaire, en même temps très généreux et très dévoué à sa cause, qui était la santé, puisqu'il avait en charge un très grand territoire au Nigeria, un territoire que j'imagine assez comparable à ce que serait un département en France. Et Il est le seul médecin, ça s'appelle Ogoja. oui, Il est oui, le seul médecin tout autour, c'est-à-dire qu'il accompagne la vie des gens pratiquement de la naissance à la mort. Hein. oui, oui, c'était le district de la rivière Cross, qui était un district assez isolé à l'époque. On y arrivait par une route de latérite.
Et c'était la fin de la route, et au-delà de cette route, c'était la forêt qui commençait, et lui avait en charge les gens de la forêt. Donc se déplaçant à pied, cheminant vraiment, et particulièrement aussi à l'époque où il était au Cameroun, puisque une partie du Cameroun qui devait normalement être rattachée au Nigeria s'est trouvée par la suite rattachée au Cameroun francophone. Et cette partie-là, il y a passé une vingtaine d'années à marcher dans les montagnes et à pratiquer une médecine, je dirais, d'expédient, parce Oui. qu'il n'avait presque rien. Et il peste contre le colonialisme. Oui, il détestait le colonialisme parce qu'il jugeait que c'était une grande injustice, que ce qu'il accomplissait, il aurait dû pouvoir l'accomplir sans l'appui de la colonie en étant libre. Mais en même temps, il était assez hostile, ayant été lui-même élevé dans le milieu mauricien, à toute emprise sur les terres locales. Donc il jugeait très mal la colonisation française en particulier, qui elle avait exproprié des gens, s'était installée, avait créé le système de la plantation. Mais il ne pardonnait pas non plus à la colonisation anglaise, était assez hypocrite et prétendait maintenir en place le système juridique et le système des chefferies, mais en fait exercer une pression très forte sur la population. Ouais. Alors évidemment, vous allez être à la fois face à ce père et vous dites très franchement, c'est pas, il déborde pas de tendresse et peut-être pas comme vous l'auriez souhaité. Et en même temps, il y a ce rêve africain. Vous allez vous gorger de cette Afrique, de cette liberté que vous n'aviez pas eue jusque-là. Oui, l'Afrique était un pays, à l'époque particulièrement, était un pays très humain où on avait le sentiment de toucher la vérité humaine à chaque instant. Les relations étaient très faciles. Je me souviens avoir eu beaucoup d'amis dans la population des jeunes Nigérians qui étaient autour de moi. Il n'y avait aucune barrière raciale, aucune barrière culturelle. Et je crois qu'on s'est habitué aussi à l'espace, parce que c'est vrai que l'espace restreint de la période de la guerre était changé pour cet espace infini de la savane africaine, des Ouais. forêts, la violence aussi de cette nature. Et c'est dans des clichés, on le disait, votre père photographie, et ces photos sont dans ce livre, et ils accompagnent votre texte comme un sorte de carnet de bord de sa propre vie. C'est vous qui avez choisi ces photos, comme ça, qui nous viennent d'un temps. Oui, c'était un carnet de bord parce qu'il n'écrivait pas, c'était quelqu'un qui ne s'exprimait pas par le langage, donc ses photos traduisaient ses émotions et je trouvais que c'était perceptible, son amour pour le pays, son amour pour les gens, sa totale dédication à ce pays, c'était perceptible dans ces images. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu écrire en même temps que les images. J'ai écrit des passages et puis je me suis replongé dans les photos et ça m'a fait rebondir pour aller un peu plus loin. Le texte répond aux photos de votre père, c'est une Oui, sorte de dialogue. c'est ça, c'est au fond le dialogue peut-être que je n'ai jamais eu avec lui. Je l'ai eu après sa mort en regardant ses photos et en imaginant ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait ressenti, en imaginant aussi la vie avec ma mère, puisque avant ma naissance, avant la naissance de mon père a vécu tout de même une dizaine d'années en Afrique avec cette femme avec qui il partageait chaque instant de cette vie aventureuse. Le retour, on est en 1950, vous rentrez, quittez cette Afrique, mais elle va rester là, présente. Votre père ne s'en remettra jamais vraiment. Oui, c'est vrai qu'il avait gardé un souvenir très fort de ce temps-là, du temps où il était, où il rendait service, sa vie avait un sens. Et c'est au point qu'il s'habillait à l'africaine. Je me souviens que lorsqu'il revenait de faire des courses ou qu'il avait été faire un tour en ville, il enfilait une chemise à Oussa parce que c'était dans ce costume-là qu'il se sentait le mieux. Et il vivait aussi le plus près possible de ce souvenir africain, c'est-à-dire de cet élémentaire où on doit se satisfaire de ce qu'on a et ne pas vivre de façon trop moderne, ne Ouais. pas accorder trop Il d'importance. comprendra mal la vie. Vous dites qu'il était exilé de sa propre vie. Oui, il avait été doublement exilé, puisqu'il avait d'abord fui l'île Maurice quand il avait 18 ans, et ensuite ce deuxième exil de la fin de son service en Afrique. Je crois que ça a été les deux moments de sa vie qui ont changé son caractère, qui l'ont rendu finalement assez hostile au monde européen. Il ne le comprenait pas.
Et donc, il ne comprenait pas bien ses enfants non plus, puisque nous avions, malgré cette expérience africaine, nous étions restés assez européens finalement. Ouais. On pourrait dire Jean-Marie Leclésio, parce qu'évidemment, on sait que vous allez ensuite vivre avec les Indiens, vous allez retourner à Maurice, vous allez vivre comme ça avec ces cultures, loin de cette époque que vous dites moderne, de ce monde déshumanisé. C'est-à-dire qu'en quelque part, vous avez trouvé le goût de l'écriture dans ce que vous avez vécu à ce moment-là. Oui, je crois que la leçon de mon père, ça a été de nous montrer ce qu'était la vie en dehors de tout excès, de tout décorum. Une vie très, très stricte et très près du réel, avec ce désir de se satisfaire du réel auquel il avait affaire. Et ce sentiment aussi je dirais, d'autonomie ou ce sentiment euh, de, d'être maître de sa destinée. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'il jugeait que l'Afrique devait atteindre cet état, parce que l'état colonial pour lui était un état de pression, d'autorité, et l'Afrique ne pouvait pas s'accomplir dans cet état. Ouais. Vous diriez que vous êtes vous-même africain, c'est-à-dire dans vos livres, dans votre façon de vivre, dans ce recul nécessaire à l'écriture. Ben, je dois beaucoup à mon père, c'est vrai, je suis africain parce que mon père l'a été. C'était lui l'Africain véritablement, parce qu'il avait vécu cela jusqu'au bout, jusqu'à à la limite de ses forces. Mais je crois il en est, il a laissé passer quelque chose de cette expérience pour moi, et il m'a préparé au fond à voir le monde tel qu'il est et non pas tel que l'Europe voudrait qu'il soit. Vous dites à un moment, j'ai longtemps rêvé que ma mère était noire, avant de découvrir ce qu'était votre père et que c'était lui l'Africain. C'est une des leçons de votre vie. Oui, j'ai longtemps rêvé d'avoir ce lien charnel avec l'Afrique, d'avoir un lien véritable, un lien qui ne soit pas seulement celui d'une aventure, mais qui soit celui d'une lignée. Et je crois que quand j'ai compris que mon père avait été africain, en dépit de son apparence physique, qu'il était vraiment plus près des Africains que des Européens, donc je me suis dit, oui, au fond, c'est vrai, il m'a donné à voir le vrai visage de l'Afrique. Ouais. Quand on pense à Terra Amata, Lulabi, qu'est-ce qui caractérise votre désir d'écrire? Je crois que c'est peut-être le repli sur une certaine identité, le besoin de savoir qui je suis. Je pense que c'est ce qui me trouble le plus. Je, je ne pense pas être un citoyen du monde. Je crois que j'appartiens à des points très précis du monde par l'expérience, par les affinités. Et ce sont ces points que je veux retrouver. Je crois que je n'appartiens pas uniquement à une nationalité. D'ailleurs, j'ai une double nationalité, mais j'appartiens plutôt à une sorte de tissu culturel, un tissu d'affinité élective de pulsions, de sensations. Et le passage à travers l'Afrique a sûrement été un moyen de m'en rendre compte. Et je crois que c'est pour ça que ça m'a poussé vers l'écriture. Et l'écriture Effectivement. comme un pays pour vous où vous vous réfugiez. Oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. L'écriture comme une forêt, comme une savane, comme une étendue qu'il faut parcourir, où il faut reconnaître chaque espace, chaque indice. Oui, certainement. Avec aussi ce même sentiment d'appartenance, de relations fortes, la même relation qu'on peut avoir avec des plantes, avec des humains ou avec des formes animales. On peut les avoir avec les mots, avec les images qu'on a reçues. Merci Jean-Marie Leclésio d'être venu nous parler de l'Africain qui publie au Mercure de France. C'est un très beau livre, un livre de plus qu'on va pouvoir lire dans le monde entier parce qu'il y a cette humanité, on pourrait presque dire universelle. Vous tendez à l'universel. Oui, enfin, ce serait une bien grande ambition. Je tiens plutôt à la générosité, au partage. Ce serait plutôt ça que je chercherais. Merci Jean-Marie Merci à vous. Leclésio.